YouTube, l'ultime frontière. Voici la chaîne de Publius Caelus. Sa mission, vous présenter des films méconnus et étranges, vous faire vous intéresser à de nouveaux sujets et à de nouvelles thématiques, et surtout, proposer des vidéos que personne n'avait faites auparavant. Bonjour à tous et à toutes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire une petite expérience, si vous voulez bien. Si je vous dis Star Trek, quelles sont les premières images qui vous viennent en tête? Peut-être des extraits du film de J.J. Abrams pour certains, mais pour une bonne partie d'entre vous, a fortiori si vous avez connu le siècle dernier, voilà ce qui vous vient en tête. Des images supra kitsch, des mauvais acteurs en pyjama et des maquillages impressionnants. Et oui, en France, la licence Star Trek se tape encore aujourd'hui une image de vieux truc ringard. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, un peu plus au sud, s'il vous plaît. Voilà. Star Trek, c'est une véritable institution. La communauté est l'une des plus anciennes communautés geeks, les acteurs de la première série sont de vraies célébrités, et, à l'instar du 4 mai, qui est la journée de Star Wars, il existe le 5 avril, le jour du premier contact, fêté par les fans. Et en parlant de Star Wars, il existe une véritable guerre culturelle entre sa fanbase et celle de Star Trek, guerre qui n'a absolument aucun intérêt, mais on en reparlera. Je vais donc vous expliquer pourquoi on trouve une telle divergence entre le point de vue français et le point de vue américain. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. En 1964, Gene Roddenberry propose à la chaîne de télévision NBC un concept de série qu'il avait imaginé, inspiré de plusieurs univers de fiction tels que les vieux sériels Flash Gordon ou Buck Rogers, ou du film Planète Interdite, Star Trek. La chaîne, bien que frileuse, accepte l'idée, et la série est diffusée pour la première fois le 8 septembre 1966. Bon, elle ne dure que 3 saisons avant d'être annulée pour ses audiences jugées trop faibles, mais elle a le temps de se construire un solide réseau de fans. La série nous présente l'équipage de l'Enterprise, un vaisseau d'exploration du 23e siècle après Jésus-Christ, chargé d'explorer pendant 5 ans des recoins inexplorés de la galaxie. Son équipage se compose du capitaine James T. Kirk, joué par William Shatner, le capitaine brave et courageux, de l'officier scientifique Spock, joué par Leonard Nimoy, un hybride mi-vulcain, dont la race méprise les émotions et ne jure que par la logique, mi-homme. Au passage, c'est quand même un sacré coup de bol qu'on puisse se reproduire avec une espèce extraterrestre qui a évolué sur une planète complètement différente de la nôtre, mais pas avec genre les bonobos, qui ont un ADN identique au nôtre à 98%. Je dis juste ça comme ça, hein. Et enfin, du médecin de bord râleur et sarcastique McCoy, joué par DeForest Kelley. À cela s'ajoutent plusieurs membres d'équipage plus secondaires, comme l'ingénieur Scotty, joué par James Doohan, ou encore Uhura, joué par Nichelle Nichols, l'officière des communications. Dans le futur, c'est un mot poli pour dire secrétaire en fait. Après l'arrêt de la série au bout de 3 saisons, elle est déclinée en une série d'animation que beaucoup considèrent comme la 4e saison de la série. Et si, avec des yeux d'aujourd'hui, ça semble irregardable, ben pour l'époque et pour de la télé, c'est pas si mal. La série a débuté avant 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick, qui a imposé la science-fiction comme quelque chose de vraiment réaliste et adulte, mais si on compare avec les succès de SF de l'époque, bah ça en est vraiment bien quoi. Et d'ailleurs la série était précurseuse, en avance sur son temps. Présenter des personnages noirs, russes et asiatiques juste après la fin de la ségrégation raciale, en pleine guerre froide et au début du conflit vietnamien, c'était très osé. La série a d'ailleurs présenté le premier baiser interracial de l'histoire de la télévision américaine. De nos jours, les plus cons l'auraient traité de SJW. Le problème étant qu'en France, la série n'a jamais été achetée par aucune chaîne. Elle est sortie au Québec par contre, retenez bien ça. Roddenberry tente pendant des années de faire repartir la série. Dans les années 70, un projet intitulé Star Trek Phase 2 est développé mais il n'aboutit pas. En 1977, l'énorme succès de la Guerre des Étoiles pousse la Paramount à lancer son propre film de science-fiction, et ce sera donc Star Trek The Motion Pictures, sorti en 1979 et réalisé par le vétéran Robert Wise, réalisateur notamment de West Side Story, Le jour où la Terre s'arrêta ou encore La canonnière du Yangtze. Non seulement Star Wars a permis la résurrection de Star Trek, mais en plus les effets spéciaux de ce film sont en grande partie l'œuvre de John Dykstra, qui avait été le principal artisan de ILM, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, pendant la production de La Guerre des Étoiles. Et c'est ILM elle-même qui s'est chargée des effets spéciaux de Star Trek 2, 3 et 4, ce qui apparemment aurait scandalisé Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, à qui George Lucas aurait répondu « Mais c'est les affaires, gamin !» Bref, ce film est très controversé, certains louant ses qualités visuelles, mais beaucoup le considérant comme beaucoup trop lent et ennuyeux, au point de le surnommer Star Trek The Slow Motion Pictures. Mais ce fut un succès.
Il fut suivi de toute une saga, Star Trek 2, La colère de Khan en 1982, Star Trek 3, À la recherche de Spock en 84, Star Trek 4, Retour sur Terre en 86, Star Trek 5, L'ultime frontière en 1989 et Star Trek 6, Terre inconnue en 91. Ces films, comme n'importe quel film de grand studio, sortent en France. Aux confins de l'univers se trouve le commencement de la vengeance. La colère de Khan. Le premier bénéficie même d'un certain effort de promotion, comme en témoigne cette interview du réalisateur par l'un des frères Bogdanov. Avez-vous eu des problèmes dans la fidélité que vous deviez avoir envers les personnages de la série de télévision? Pas vraiment. Pas vraiment de grands problèmes. Parce que tous sauf 2 caractères et les acteurs ont été trouvés dans le show télévisé auparavant. Et même si commercialement il marche très mal, la licence étant alors totalement inconnue chez nous, il bénéficie d'un doublage très soigné. La VF du premier film étant l'œuvre de Easy Pron, directeur artistique très prolifique, et de Jean Lagache, que vous connaissez sans doute mieux comme comédien, ayant doublé Clint Eastwood dans Le Canardeur et L'Homme des Hautes Plaines, entre autres. Je ne sais pas par contre si ce sont également eux qui ont travaillé sur les suites, la plupart des directeurs artistiques ayant œuvré sur cette saga ne sont pas crédités. Mais bref. Au niveau des comédiens, William Shatner est doublé par Sadie Rebo, un comédien de doublage très actif, qu'on connaît surtout pour avoir doublé beaucoup d'acteurs afro-américains dans les années 70-80. Nos ordres sont de l'intercepter, de l'étudier et d'envisager toute action jugée nécessaire et possible. Léonard Nimoy par Robert Party. Le Kobayashi Maru est un test qui provoque d'énormes ravages parmi les étudiants et les équipements. DeForest Kelley par François Marié. Votre vénéré amiral Nogura a invoqué une clause désuète et tout à fait obscure de réactivation de la réserve, en quelque sorte. En langage plus clair, cher commandant, ils m'ont mis le grappin dessus. James Dwan par George Aubert et Walter Koenig, soit par Nicolas Brémond, soit par Vincent Violette en fonction du film. Pas vraiment des sommités, mais dans l'ensemble des comédiens relativement chevronnés. Et si dans l'ensemble tous les comédiens sont très bons, la VF de ces films a peu ou prou le même souci qu'avait celle de La Guerre des Étoiles au niveau des traductions. Je suis Yann Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. À un degré plus réduit, mais quand même, avec les Klingonnais plutôt que les Klingons, ou encore la fameuse vitesse. Hyperatomique. Hyperatomique. Pas ça qu'on dit? Mais dans l'ensemble, rien de vraiment gênant. Il y a quelques changements de voix, comme Robert Party remplacé par Michel Bardinet dans le 3. J'ai toujours été, et je ne cesserai jamais d'être votre ami. J'ai toujours été, et ne cesserai jamais d'être votre ami. Ou Tchekhov qui perd son accent russe selon le film. Mais dans l'ensemble, on est quand même dans la bonne moyenne des VF de l'époque. Les seconds rôles sont bien choisis, notamment François Chaumette, excellent sur le personnage de Khan. SETI Alpha 6 a explosé 6 mois après notre arrivée ici. Le choc a changé l'orbite de cette planète et tout s'est trouvé dévasté. Ou Jean-Pierre Delage, qui arrive à rendre son personnage de gourou assez ridicule en VO, vraiment attachant. Mais qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherches, toi aussi. Ce que tous les hommes recherchent, depuis le commencement des temps. Oui, nous avons un T-Rex. Et certaines faiblesses de jeu de la VO passent même beaucoup mieux ainsi. Buried alive. Buried alive. Vous serez enterré. Enterré vivant. Décembre 1982, TF1 décide de diffuser quelques épisodes de la série, mais seulement 13, même pas les premiers, et uniquement sur une période de 3 mois. Il faudra attendre juillet 86 pour que la chaîne La5 entame une diffusion complète de la série. On peut se dire que cela aurait constitué une bonne occasion pour le public de se familiariser avec l'univers, mais... D'une part, la chaîne décide de faire quelques économies et de ne pas commander un doublage. La série est donc diffusée avec le doublage québécois. Oh merde! Oh, c'est con ça! Version québécoise enregistrée donc 20 ans plus tôt, sous la direction artistique de Marianne et Régis Dubos, qui fait également la voix de Spock. Et... comment dire? J'entends beaucoup de gens dire à tort et à travers « Oh, le doublage québécois, c'est vraiment de la merde, les voix, elles sont ridicules !» Et laissez-moi vous dire que tout ça, c'est des conneries. Oui, il y a des ratés, il y a des traductions qui peuvent paraître bizarres, surtout pour un français, mais si vous avez l'habitude de télécharger des films ou de les regarder en streaming,
ça va. Vous êtes forcément déjà tombé sur une version québécoise sans même vous en rendre compte. Même moi, ça m'est arrivé pour dire. Oui, dans ma vidéo sur Fog, les extraits du remake qui sont en québécois. C'est tout ce que j'avais trouvé pendant le confinement. Que Dieu puisse pardonner mon âme. Les doublages québécois, il y en a des excellents, vraiment. Mais celui de Star Trek n'en fait absolument pas partie. C'est les années 60, c'est les débuts de l'industrie du doublage québécois, et même si les comédiens semblent plutôt motivés, les faiblesses de jeu sont très fréquentes, c'est le cas de le dire. Tout ce que nous voulons, c'est du sel, contre la chaleur. En dehors de ça, messieurs, vous voyez, ça va bien, merci, c'est tout. J'ai plaisir à entendre que vous allez bien, mais j'ai pour mission de confirmer ces faits. Oh, je connais ça. Tous les médecins trouvent un malin plaisir à nous chatouiller avec leurs instruments. Allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire ici. Et c'est sans compter les traductions souvent boiteuses, comme les Klingons qui deviennent les Clicons, ou le vaisseau Enterprise traduit en l'entreprise. Notre équipement sur l'entreprise est capable de repérer la lueur d'une allumette ou la chaleur d'un corps n'importe où sur cette planète. Et... Non, attendez, je sais trop à quoi ça me fait penser en fait. Non, je suis absolument désolé, mais j'aime beaucoup ton travail, Berthier. Attendez, Ménard, quel est le problème exactement? Non, mais j'ai bien le droit de le dire, c'est dingue. Non, mais d'accord, monsieur le président, mais enfin, vous voyez bien... Berthier, j'adore ta façon de bosser, c'est pas un crime. Attendez, calmez-vous, Ménard. Vous sous-entendez que Berthier ne vous aime pas, c'est ça? Mais non, mais ça n'a rien à voir, président, je l'aime. Ah! C'était vraiment très intéressant. Donc cette version au rabais n'aide déjà pas à faire connaître la série en France. Mais le principal problème de cette diffusion, c'est que la série a alors 20 ans, je veux dire... Imaginez la tête du rare spectateur français qui va au cinéma pour voir les films et qui se retrouve avec ça à la télé. Donc cette diffusion n'aide absolument pas à faire connaître l'univers chez nous. D'ailleurs, le 5e film, échec critique et commercial aux États-Unis, sort même directement en VHS chez nous. Parallèlement, Roddenberry réussit à monter un projet de reboot de l'univers Star Trek à la télé. Star Trek The Next Generation, une nouvelle série censée se dérouler des décennies après l'original et présentant un tout nouvel équipage. Le capitaine Jean-Luc Picard, français, qui, comme tout bon français, aime les trucs français, comme la viticulture, le style Louis XIV, ou son village de Franche-Comté, incarné par Patrick Stewart, et... Quoi? Un français? Pour jouer un français? Non mais... Mais vous déconnez ou quoi? And did you do it French? I did a recording, a taping, which must be somewhere in the vaults of Paramount Pictures, where we experimented with the French accent. Would you like to hear a sample of it? Oh, yes, go on. Yes, hear yes. Okay. Spes. The final frontier desires the voyage of the starship Enterprise. They didn't use it. Nous avons aussi le lieutenant Data, un androïde dénué d'émotions, très proche de Spock. C'est drôle, vous n'avez pourtant pas les oreilles pointues. Mais vous vous exprimez comme un Vulcain. Non, amiral. Je suis un androïde. Vous l'avez échappé belle. Le lieutenant Riker et sa barbe si sensuelle, Worf, le premier Klingon à avoir rejoint la flotte humaine, ou encore le lieutenant Troy qui peut lire les pensées des gens, parfois, quand ses pouvoirs ont envie, ou plutôt quand ça arrange le scénario. Cette série est souvent citée comme la meilleure liée à Star Trek. Elle connaît un énorme succès outre-Atlantique et manque de peu de connaître une bonne diffusion en France, puisque en 88, Patrick Stewart est interviewé par Patrick Sabatier sur TF1, qui annonce l'arrivée prochaine de la série sur la chaîne. En parallèle, quelques-uns des tout premiers épisodes sont disponibles en vidéo à la location. Mais ce fut un énorme échec, et TF1 ne diffusa jamais la série. Un échec qui peut peut-être s'expliquer par le doublage franchement exécrable de ces premiers épisodes. L'adaptation aurait été truffée d'erreurs grossières, comme par exemple la téléportation traduite en « devenir invisible », ce n'est pas une blague, et les comédiens globalement mal choisis. Patrick Stewart étant par exemple doublé par René Berriard, excellent comédien, voix notamment du père Malone dans le Fog original, mais plus âgé que Stewart de presque 25 ans. Faux départ donc. La série doit donc attendre avant de débarquer chez nous en intégralité. Par contre, le film tiré de la série, Star Trek Génération, lui est bien sorti en France. La Fédération est à nouveau en danger, mais il semble bien loin les temps héroïques où M. Spock et le capitaine Kirk sillonnaient l'univers. Il est évident que M. Spock est parfaitement qualifié. Monsieur Chekhov. Aujourd'hui, le capitaine de l'Enterprise s'appelle Jean-Luc Picard, ses adjoints, Worf et Data. Commandant! Une nouvelle génération de héros pour une nouvelle génération de fans.
Et déjà que la licence Star Trek n'attirait pas grand monde chez nous, laissez-moi vous dire qu'un film basé sur une série que personne n'a vue, De plus, le film, au même titre que les suivants, ressemble plus à un épisode long et ambitieux qu'à un véritable long métrage de cinéma, et proprement incompréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi un minimum la série. Pourtant, à l'instar des films précédents, le film bénéficie d'un doublage assez soigné. Riker est doublé par Sylvain Lemarié, qui a doublé Ron Perlman dans plusieurs films, notamment Pacific Rim. Je lui ai dit que vous étiez occupé pour le moment et il m'a répondu que cela avait un caractère d'extrême urgence. Troy par Déborah Perret, qui a doublé Kate Blanchett dans la saga Seigneur des Anneaux. J'ai l'impression que c'est surtout à moi de vous aider. Worf par Benoît Allman, qu'on ne présente plus. Oui, c'est un composé expérimental qui fait depuis longtemps l'objet de leur recherche. C'est Jean-Louis. Quant au capitaine Picard, il est doublé par Jean-Claude de Goros, un comédien qui a fait assez peu de doublage, mais qui a notamment doublé Le Fauve dans les films X-Men. Capitaine Jean-Luc Picard du vaisseau amiral Enterprise. Enfin, Sadi Rebo étant décédé avant la sortie du film, Kirk est désormais doublé par Denis Savigna, qu'on connaît surtout pour avoir doublé Clint Eastwood dans le diptyque Quand les aigles attaquent, de l'or pour les braves de Brian G. Hutton. Je vous remplace en tant que commandant de l'Enterprise. Vous resterez en tant que commandant second. C'est une bonne chose que vous soyez ingénieur. Vous feriez un assez triste psychologue d'après ce que je constate. Enfin, en 1996, la série Nouvelle Génération est achetée par la chaîne Canal Jimmy. Comment ça, vous connaissez pas Canal Jimmy, mais... Non mais vous viviez dans une grotte en Antarctique ou quoi? Et cette chaîne mythique du groupe Canal qui a cessé d'émettre en 2015 et qui portait le numéro... Un numéro quoi. Vous... Non? Bon bref, pour le coup, la chaîne commande un doublage complet. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y avait pas de version québécoise à acheter, mais bon, je suis mauvaise langue. En redoublant même les premiers épisodes qui avaient été si mal doublés 10 ans plus tôt. D'ailleurs, de gros efforts sont faits pour établir une bible de traduction très rigoureuse, de manière à éviter les soucis de traduction qui avaient toujours été le point faible des doublages précédents. C'est à souligner. Après, j'ignore si c'est un problème de budget ou de délai, mais il est impossible de récupérer le casting VF du film, quand bien même ce sont évidemment les mêmes acteurs principaux en VO. Ils sont remplacés par des comédiens moins chers, peut-être, en tout cas beaucoup moins expérimentés. Troy étant par exemple doublé par Anne Plumet, une comédienne qui a fait quelques doublages de séries américaines, mais rien d'autre. Et Data par Jean-Paul Brissard, un comédien qui a notamment doublé Bill Nighy dans quelques films ces dernières années, mais qui à l'époque n'avait pratiquement rien fait. Enfin si, il y a techniquement 2 comédiens ayant participé à la VF du film qui sont rappelés pour la série. Mike Dara, la voix française de Whoopi Goldberg, qui la double ici dans ses rares apparitions dans une poignée d'épisodes. Juste une impression. Je l'ai déjà eu 2 ou 3 fois auparavant, ce n'est probablement rien. Et Alain Choquet, qui doublait le méchant du film, interprété par Malcolm McDowell, revient ici et double le capitaine Picard. Il n'existe qu'une seule loi régissant tout notre univers. C'est la mort. J'avais enfin compris le côté dérisoire de nos ambitions. Quoi que vous en pensiez, Data, cela va être compliqué d'obtenir de Deneb 4 la permission d'utiliser la base et parallèlement de fouiner un peu partout pour savoir comment elle a été construite. Le doublage de la série est pas mauvais, hein, mais on sent parfois que ça a été doublé dans des délais assez serrés et que certains comédiens débutent. Oh, j'ai vraiment une tendance à trop m'emballer, spécialement quand je suis excitée. Et vous ne savez pas à quel point c'est excitant d'avoir obtenu ce poste. À l'académie, tout le monde, vraiment tout le monde veut l'Enterprise. Néanmoins, pour la plupart, ils sont correctement choisis, notamment Bernard Bollet, que je trouve excellent sur le personnage de Riker, meilleur que Sylvain Lemarié. Lors de notre première rencontre, vous nous avez jugés pour les crimes de guerre de l'humanité. Pour lesquels vous avez été gracié. La fois suivante, vous m'avez demandé de rejoindre le Continuum. L'année suivante sort le film Star Trek Premier Contact. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on récupère le casting de la série ou celui du film précédent? Partant du principe que la série était récente et faisait peu d'audience, il est décidé de reprendre celui du film. Mais de changer la voix du capitaine pour une raison... Sans déconner, mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Vous avez décidé de m'emmerder, c'est ça? Jean-Claude de Goros cède donc sa place à Claude Giraud, vétéran du monde du doublage qui, comme tant d'autres, nous a malheureusement quitté l'année dernière. Voix notamment de Tommy Lee Jones, Alan Rickman dans les Harry Potter ou encore Robert Redford dans une bonne partie de ses films. L'Australie, la Nouvelle-Guinée, les Salomon... Le Montana apparaîtra bientôt, mais il faudra retenir votre respiration. La descente va être longue. Ces humains adorent les bobards. Un mal pour un bien, cela dit, puisque je trouve que Claude Giraud est clairement la meilleure voix pour le personnage de Picard. Le casting restera ensuite le même pour les films suivants.
Le doublage de ces films est d'ailleurs plutôt de qualité, même pour les seconds rôles, avec notamment le toujours excellent Jean-Pierre Moulin, voix d'Anthony Hopkins et Jack Nicholson sur Zephram Cochrane. J'ai bricolé tout ça pour assurer ma retraite sous les palmiers des îles. Bien peinard. Avec des filles à poil. Ça, c'est Zephram Cochrane. Ça, c'est sa vision. Malgré toujours quelques problèmes d'adaptation, comme la téléportation qui n'est jamais traduite pareil d'un film à l'autre, ou les Romuliens, toujours traduits en Romulanais. Les Romulanais sont venus pour récupérer leur trilithium. Erreur que le doublage de la série, malgré tous ses défauts, avait su éviter. Les Romuliens, les Klingons, ils ne sont rien comparés à ce qui vous attend. En parallèle de la sortie des films, Canal Jimmy diffuse par la suite les autres séries Star Trek qui arrivent. Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, puis Star Trek Enterprise. Je ne vais pas m'éterniser sur le doublage de ces nouvelles séries, il a manifestement été confié à la même équipe que le doublage de la nouvelle génération. J'en tiens pour preuve le fait que les caméos des personnages de la série Nouvelle Génération soient assurés par les mêmes comédiens français qu'à l'époque, et c'est quand même à souligner. De ce fait, les Bajorans se retrouvent maintenant dans une position difficile. Et l'aide que nous avons pu leur offrir suffit à peine à leur survie. En fait, le doublage de ces 4 séries a peu ou prou les mêmes qualités et les mêmes défauts, à savoir une adaptation assez soignée, mais des acteurs pas forcément toujours à la hauteur. Mais les audiences très réduites de la chaîne et des films ne permettent pas à l'univers de se faire connaître dans notre pays. Star Trek reste donc un phénomène de niche, et ce jusqu'en 2009. James T. Kirk était un grand homme, c'était dans une autre vie. Torpille verrouillée. Manœuvre d'urgence! Feu volontaire! Cette année-là sort le film Star Trek de J.J. Abrams, un reboot de la série censé ouvrir l'univers à un nouveau public. Enfin, l'histoire est inédite et retrace les premières années de Kirk à l'académie de Starfleet, sa rencontre avec son équipage, etc. Mais en parallèle, c'est censé être causé par un adversaire qui aurait remonté le temps et créé une toute nouvelle chronologie. Mais non, en fait, on n'a pas annulé les films précédents, du coup, c'est juste une dimension parallèle, vous voyez ? Ouais. Enfin, vous me direz, J.J. Abrams, c'est le fanservice, c'est un peu une longue histoire d'amour. Bon, je taquine un peu, le premier film est très sympa. J'ai un peu de mal avec les suites, mais ils auront fait découvrir l'univers à beaucoup de francophones, et rien que pour ça, ils méritent ma considération. Et pour le coup, eux bénéficient d'une VF véritablement excellente à tous les points de vue, sans les problèmes de traduction dont souffraient les films précédents, et sans les soucis de jeu qui parasitaient les séries. L'adaptation est très réussie, bon, on se doute que le studio l'a un peu supervisé pour éviter les écueils, et soyons honnêtes, un film de 2 heures contient naturellement beaucoup moins de difficultés ou de termes abscons que les dizaines d'épisodes d'une série. Mais pour le coup, j'ai enfin le nom du directeur artistique. Il s'agit de Julien Kramer, directeur artistique très prolifique, qui double également l'antagoniste du film, incarné par Eric Bana. Il a été le capitaine de l'Enterprise, mais c'était dans une autre vie. Une vie dont je vais te priver comme j'en ai privé ton père. Il a également assuré la direction artistique du 2e, mais a cédé sa place à Hervé Belon pour le 3e. Hervé Belon que vous connaissez sans doute comme la voix française de Sam Neill, notamment dans les Jurassic Park. Au niveau du casting, c'est du tout bon. Le nouveau Capitaine Kirk, joué par Chris Pine, est doublé par Emmanuel Garijo. Emmanuel Garijo. Attendez. Mais ces quelques mauvaises notes sont contrebalancées par de gros points forts, en l'occurrence Emmanuel Garijo et Sylvie Jacob. La voix du Capitaine Kirk, c'est aussi celle d'Anakin Skywalker. Waouh. Aux États-Unis, on a eu des appels au suicide pour moins que ça. Hein. Bon, vous me direz, ils avaient bien repris Chomette après tout. Toujours est-il que Garijo est excellent et parvient à nous faire oublier son rôle d'Anakin, même s'il faut avouer que les deux personnages ont pas mal de points communs, comme leur ego, ou leur manque de figure paternelle. Uhura, sans déconner, c'est justement comme ça que je vous aurais appelé. Uhura comment? Uhura tout court. Et y a pas de nom de famille dans votre monde? Uhura est mon nom de famille. Le Spock jeune, joué par Zachary Quinto, est doublé par Adrien Antoine, la voix notamment de Chris Hemsworth ou de Adrian Brody. Pourquoi alors vous présentez-vous devant ce conseil? Afin d'assouvir un besoin émotionnel, de vous rebeller? La seule émotion qui m'anime, c'est la gratitude. Envers vous, ministre. Merci pour votre considération. Longue vie et prospérité. Et son alter ego âgé, toujours incarné par ce bon vieux Léonard Nimoy, par Marc Casso. Oui, Robert Party, âgé de 85 ans, ne doublait alors plus rien. Toujours est-il que Casso n'avait alors pas son pareil pour doubler des vieux sages et colle parfaitement au personnage. Des milliards d'existences détruites à cause de moi, Jim.
Pour le reste, Zoé Saldana est doublée par Ingrid Donadieu, qui est devenue sa voix régulière, et Simon Pegg par Cédric Dumont, qui le double également dans la série de films Mission Impossible. Et pour le coup, ces films ont enfin un succès décent en France. Le premier y a fait 800 000 entrées, ce qui est relativement peu pour un blockbuster, mais décent pour n'importe quel autre film. Et quand je parle de Star Trek avec des amis, une réponse qu'on me donne très souvent, c'est que ce sont ces films-là qui leur ont fait savoir que cette licence ne se limitait pas à la vieille série kitsch. En conclusion, Star Trek en France, c'est un gigantesque bordel. Une longue série d'échecs, de tentatives maladroites, d'histoires de flemme et d'efforts. Cela dit, c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à sortir tous les films et toutes les séries sans jamais que ça devienne populaire. Enfin, si justement la série originale a eu une certaine audience, un certain impact. Enfin, en même temps, il n'y avait que 5 chaînes à l'époque, donc bon, c'était pas dur. Et c'est ça le problème, je pense. Cette série a fait connaître un peu l'univers chez nous, mais en parallèle, diffusée 20 ans trop tard avec un doublage assez naze, elle a ancré dans la tête des gens une vision complètement biaisée de cet univers, faisant entrer dans l'imaginaire collectif l'idée que Star Trek, c'est vieux, c'est kitsch, c'est ridicule, c'est puéril, ce qui a probablement handicapé la réception des œuvres suivantes. Et peut-être même participé à cette idée absurde selon laquelle la science-fiction, ça ne marche pas en France. Ce qui est bien entendu ridicule. Star Wars, Alien, Blade Runner, tout ça, à la même époque, ça a bien marché. Bien distribué, Star Trek aurait eu toutes ses chances. Et même aujourd'hui, si les films de J.J. Abrams ont participé à changer un peu la vision du public français, l'univers n'est toujours pas populaire chez nous. Il n'y a qu'à voir les séries récentes, Star Trek Discovery et Star Trek Picard. Elles sont disponibles en France techniquement, mais bon, pensez à toutes ces fois où vous avez entendu des gens parler de Game of Thrones, de Black Mirror, de Mandalorian, et à côté, Star Trek, Et si j'ai fait cette vidéo, c'est en partie pour essayer de vous pousser à vous plonger dans cet univers. Vous n'êtes naturellement pas obligé de tout mater, la plupart des séries et même des films se regardent très bien individuellement. Il n'y a que les 4 films basés sur la série Nouvelle Génération qui nécessitent de connaître un peu l'univers, et encore, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout vu. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir de voir que mon travail est apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager.